Bien. Nous allons donc démarrer cette deuxième table ronde. Je remercie évidemment les interventions de la première table ronde. Alors, le timing a un petit peu dérapé. On va essayer, non pas de le rattraper, mais de déborder un peu au-delà de 12h30 pour que ce ne soit pas frustrant pour nos intervenants de cette deuxième table. Et on décalera un peu sur le début de l'après-midi. Mais à partir de maintenant, les horaires vont être respectés avec une... Voilà, ce sera mon rôle de maître des horloges. Nous allons donc devoir aborder maintenant une thématique qui est celle de ces crises et de ces tribulations qui frappent l'Europe et qui mettent en cause la question des solidarités intra-européennes. Sont-elles menacées, ces solidarités? Pour en parler, donc, nous allons avoir trois intervenants. Stéphane Bebelmans, qui était secrétaire d'État à la Défense en Allemagne, Denis Simoneau, président d'Europa Nova, et Didier Georgakakis, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1. Je les présenterai un peu plus en détail en leur donnant la parole. Pour démarrer cette table ronde, c'est vrai que j'ai personnellement un peu le sentiment qu'on s'est beaucoup bercé d'illusions ces dernières années, ces 20 dernières années, lorsqu'on a construit et conçu l'Europe telle qu'elle est là. Peut-être est-ce l'impact de cette fameuse fin de l'histoire qu'on nous avait promis ou annoncé, et le sentiment en tout cas que les systèmes que nous avons mis en place n'ont pas anticipé les difficultés, peut-être par manque déjà de réalisme de la réalité européenne des années 90-95, manque de réalisme par rapport à ce que percevaient les peuples de l'Europe, et depuis les crises successives qui ont frappé cette Europe, qu'on voyait déjà avec les crises de confiance, les crises de légitimité démocratique, mais qui étaient pas spécialement prises en considération. On n'a jamais beaucoup voté pour l'Union européenne. Le taux de participation dans un pays comme la France ont rarement dépassé 50%, sauf que maintenant, lors de la dernière élection, on verra la prochaine, la dispersion de l'électorat n'a jamais été aussi forte, les votes contestataires n'ont jamais été aussi forts, les votes blancs, les abstentions sont à un niveau extrêmement élevé. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à toute cette succession de crises qu'on a vu se succéder, elles n'ont pas eu les mêmes impacts. La crise européenne, la crise financière, de 2008-2009 laisse penser qu'il y a eu quand même une certaine forme de résistance et de réorganisation et de solidarité entre États par rapport à cette redoutable menace qui pesait sur nos épaules. En revanche, ce qui a suivi, les autres crises, notamment migratoires, mais aussi des crises à nos portes, comme celle de l'Ukraine, n'ont pas eu d'effet, en tout cas en matière de fédération, plutôt un effet d'éclatement qui se ressent évidemment très, très nettement. Et avec une interrogation pour ma part qui est assez simple, c'est finalement, on a le sentiment habituellement lorsqu'il y a des crises, et c'est ce qu'avait dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me renforce. Dans le cas de l'Union européenne, j'ai pas spécialement le sentiment que ce qui nous arrive étape après étape, difficulté après difficulté, nous amène à mobiliser. Bien au contraire, on voit l'impact de ces crises sur finalement les comportements nationaux, les égoïsmes nationaux qui prennent le dessus. Alors on les appelle parfois populisme, nationalisme. Pour ma part, je pense qu'on fait une erreur de mots. Je pense que voilà, le fait d'être nationaliste, ça veut dire défendre son pays, c'est pas incompatible avec l'idée européenne. Le fait d'être populiste, planter ses racines dans ce qui touche le peuple, ne devrait pas être considéré comme étant un mauvais mot. Je pense qu'à contrario, on pourrait peut-être parler de démagogie pour certaines mouvances politiques. Ça, je pense que c'est un mot qui dit quelque chose. On pourrait aussi les qualifier d'europhobes ou d'eurosceptiques, mais voilà, je crois qu'on fait des erreurs de vocabulaire qui ont aussi tendance à dresser les uns contre les autres, et ceci n'accentue pas l'idée peut-être d'une résolution concertée des crises. Et c'est vrai qu'en définitive, ce qui alimente évidemment cette problématique auquel on est confronté, c'est ce sentiment que les peuples ont décroché, la formule est d'Hubert Védrine, et qu'à partir de là, construire l'Europe, c'est difficile parce que les peuples se disent finalement à quoi ça sert. Et quand un système, je me réfère à un certain nombre de conversations qu'on a eues avec mon camarade Xavier Dupont qui est là, quand on se réfère à notre histoire, quand un système ne sert plus à rien, il est balayé. C'est ce qui est, quand ses servants ou ses serviteurs ne servent plus à rien, ils sont remplacés, et parfois ça se termine assez mal avec des têtes coupées. Donc il est évidemment essentiel de réfléchir aujourd'hui à ces questions de l'impact des crises sur l'Union européenne et sur ces solidarités au sein de l'Union européenne, à la fois sur la question qui touche les États membres entre eux d'une part, et puis les peuples européens d'autre part. On voit bien que sur certains programmes ou certains projets, il y a moyen de créer des liens intéressants. Mais donc on va s'intéresser donc avec nos intervenants sur cette analyse des crises, leur impact,
impact. Et puis sur la nature des obstacles également qui sont en face de nous, un certain nombre ont été évoqués ce matin, de l'ordre institutionnel, politique, idéologique, est-ce qu'ils sont circonstanciés, avec toujours en contrepoint cette problématique est celle de la gouvernance européenne, qui est un vrai sujet, un vrai défi. Peut-être que en ce qui la concerne, cette gouvernance européenne telle qu'elle a été conçue, le verre est-il dans le fruit, une vraie question de fond abordée tout à l'heure. Moi, je suis pour le coup très inquiet, très pessimiste pour aller dans le sens de M. Rago. Voilà. Et donc, la question qu'on peut être amené à se poser, c'est vers Stéphane Babelmans, ce que je vais me tourner, c'est finalement dans son état actuel, la gouvernance européenne est-elle davantage un frein ou un accélérateur à la mise en œuvre de ces solidarités transnationales, notamment en temps de crise? Alors, Stéphane Babelmans, vous avez fait l'amitié de venir. Outre le fait d'être membre du conseil d'orientation de Sinopia, et je vous en remercie, vous avez surtout d'éminents titres à votre actif. D'abord juriste, vous avez travaillé de 1994 à 2005 comme conseiller ou chef de cabinet dans plusieurs ministères du Land de Saxe. Fin 2005, vous avez quitté Dresde pour Berlin en intégrant la chancellerie fédérale. Vous y avez travaillé comme directeur de cabinet auprès du chef de la chancellerie, puis comme directeur général des affaires internationales et européennes au ministère fédéral de l'Intérieur. Enfin, comme secrétaire d'État à la Défense. Vous avez été aussi directeur général, après cette expérience en 2014, du cabinet de conseil ETOP à Berlin jusqu'en 2016. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes directeur d'une entreprise publique de conseil qui s'appelle Partnerschaft Deutschland, qui en fait vise dans ses missions à améliorer la mise en œuvre des projets de marché public en contribuant à une utilisation plus efficace et économe des ressources publiques à travers notamment des modèles de partenariat. Vous pourriez en dire un mot si vous le souhaitez. Voilà, donc j'aimerais en fait, cher Stéphane, avoir votre point de vue sur cette problématique de ces crises, leur effet sur l'Europe. Est-ce qu'on peut quand même y voir des phénomènes d'opportunité ou est-ce que pour l'instant tout ça nous tire plutôt vers le fond? Oui, merci beaucoup Alexandre pour cette introduction un tant soit peu élogieuse. Actuellement, on pourrait croire que les développements nous tirent vers le fond de l'Europe. Je commencerai néanmoins, et Mme Abderrahmane m'a fait très peur dans son début de conférence parce que j'avais l'impression qu'elle me copiait ou je la copiais. Je vais commencer par la déclaration du 9 mai 1950. Et je ne suis pas monnéiste, je suis schumanniste. Je vais citer Robert Schuman, la phrase un peu après. « L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Si Robert Schuman a fait ça, c'est parce ou a déclaré cela, c'est parce que l'Europe sortait de la crise la plus importante qu'elle a vécue et qui dépasse de beaucoup toutes les crises que nous connaissons actuellement. Et pour lui, la coopération et la solidarité étaient le fondement de la reconstruction, de l'économie, de l'infrastructure et des relations. Et il avait bien vu, c'est peut-être le caractère alsacien qu'il avait, ce n'est pas les mots qui comptaient, mais les faits. Alors si on regarde les crises actuelles, les deux dernières grandes crises, je ne prendrai pas l'Ukraine, mais l'Ukraine est symptomatique aussi de ce que je vais dire. Si on prend la crise financière, nous avons au niveau européen eu beaucoup de discussions, de pro, de contre, et in fine, des décisions au niveau européen et national. Ça a duré, mais il y a eu ces décisions. Dans la crise migratoire, nous avons eu beaucoup de discussions, mais très peu de décisions solidaires et, ce qui est plus important, appliquées. In fine, l'Europe laisse volontiers à la géographie le rôle du partage des tâches. Je le sais parce que un temps, l'Allemagne, et la France ne l'a jamais dit aussi ouvertement, mais l'Allemagne disait « moi je m'occupe des migrants » et les points d'arrivée c'est Francfort, Munich et Hambourg. 2 aéroports et un port. Et c'est mon rôle. Et puis les autres qui sont une île, ils ont les leurs, et les Allemands ont les migrants qui arrivent en 2e classe, en classe économie par avion, et les pays qui sont le long de la Méditerranée ont leurs migrants à eux, et si chacun fait son travail, le travail de tout le monde est fait. Si l'on compare ces deux crises, il y a une conséquence qui s'impose. Autour de la crise financière, une union était possible autour d'un mélange d'intérêts communs, l'économie et les finances, et la peur de la contagion. Tout le monde a relativement eu peur de la contagion. Elle ne s'est plus faite dans la crise des migrants autour de ce que nous appelons, ou nous appelions, si on est pessimiste, nos valeurs communes. Pire encore, la crise financière a laissé à tous les niveaux de mauvais souvenirs. À ceux qui avaient besoin d'aide, à ceux qui ont aidé et au reste.
tous les États membres ont d'une manière ou d'une autre de mauvais souvenirs de la crise financière, même si tous ont, d'une façon ou d'une autre, tiré leur épingle du jeu, même les Grecs. Conséquence, le manque de véritable union dans la gestion de la crise financière a miné les capacités de réaction commune quand la crise migratoire est arrivée. Nous l'avons vu en Allemagne, où le conflit nord-sud, on en parlait dans la table ronde précédente, autour de la Grèce, a fait beaucoup de mal à l'establishment politique, créant ou provoquant la création d'un parti d'extrême droite, l'AfD, qui a démarré sur un projet anti-euro et qui maintenant, au profit de la crise migratoire, s'est développé dans un projet anti-Union européenne et qui est crédité de la deuxième plus grande part de voix pour une élection possible en Allemagne. À l'est de l'Allemagne, le plus gros parti actuellement. Pire encore, nous le voyons dans les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, et à certains degrés aussi en Autriche, où sous prétexte de défense de valeurs, le respect des décisions communautaires est remis en cause, sans parler du fait que nous sommes plus sûrs de parler de la même chose quand nous parlons des valeurs européennes. Discuter avec des Hongrois de valeurs communes et des Polonais, et entre-temps, un dialogue de sourds, souvent. Même s'il faut reconnaître que parfois, les pays de l'Est parlent des valeurs qui étaient les valeurs à l'origine et que nous parlons des valeurs qui se sont développées, tout en les nommant de la même manière. Partout en Europe, à l'heure où la globalisation, l'ère digitale, l'essor de la Chine et Donald Trump commandent une Europe unie, des partis d'extrême droite et en France d'extrême gauche font fureur autour d'un message qui est volontiers nationaliste et parfois même isolationniste. Nos dirigeants, et je ne suis pas politique, mais je pense à eux quand même souvent, se trouvent devant un double défi. Garder l'Europe sans perdre le pouvoir, ou garder le pouvoir sans perdre l'Europe. Alors, ce qui ressemble à un duo de mauvais choix est en fin de compte un duo de choix inséparables. Il faut garder l'Europe et garder le pouvoir, sinon on perd les deux. Alors que faire? Je pense qu'il faut d'abord redéfinir l'acquis communautaire comme un atout ou des atouts communautaires, refaire là-dessus un véritable travail de pédagogie. Ce n'est pas à l'électeur de base de comprendre l'Europe, mais c'est aux politiciens de base à le lui expliquer, même si je demanderai toujours à un électeur de base de se donner du mal de savoir pourquoi il vote, mais il faut quand même le lui expliquer. Il faut redécouvrir l'union entre l'Union européenne et les États membres, parce que ce machin fonctionne par lui-même, parfois même avec de l'intelligence artificielle, mais plus il fonctionne par lui-même, et plus le fossé se creuse entre l'Union européenne et les États membres. Et plus ça crée d'opposition, parce que ça fonctionne, et qu'on ne lui a pas dit de fonctionner. On ne lui a pas dit comment fonctionner. Alors la réponse à cela, c'est que l'Europe, ce n'est pas le machin, ce n'est pas une machine, l'Europe, c'est nous, l'Europe, c'est vous. Ça, il faut l'articuler, il faut le dire, il faut le penser, il faut agir en conséquence. Il faut créer de nouveaux projets fédérateurs pour les citoyens. Nous avons déjà un projet prodigieux qui est l'Erasmus pour les étudiants. Nous avons un projet qui n'a jamais été nommé comme tel, qui est l'Erasmus du tourisme. Du moins, le peuple allemand voyage beaucoup et aime beaucoup les pays aux alentours. Grâce au terrorisme, entre guillemets, il découvre l'Allemagne aussi, donc il y a beaucoup de tourisme en Allemagne entre-temps aussi. Mais voir les autres, vivre avec les autres, découvrir les autres, c'est un fondement de l'Europe. Et pourquoi pas un Erasmus du travail, qui incite les entreprises non seulement à profiter de l'Europe, avec un marché uni et ouvert, mais à prendre une part active à la construction du pays. Je vis à l'est de l'Allemagne. Demain, on fête les 28 ans de réunification. Le taux de chômage en Saxe est passé en 1990 d'un peu plus de 20% à un peu plus de 5%. Un peu plus de 5%.
C'est un pays charmant, la plus haute densité de culture, je dirais, au niveau européen, culture active, pas de ruines, mais de culture active, et le deuxième plus petit vignoble d'Allemagne, avec le plus d'heures de soleil d'Allemagne. Bon, entre-temps, on embauche des Espagnols, parce qu'il n'y a plus assez d'apprentis, crise démographique étant, pour former la main-d'œuvre du futur. On a régulièrement, maintenant, 3, 4, 5, 6 jeunes Espagnols qui viennent travailler dans le vignoble de Saxe. Et l'Allemagne n'est pas très grande, mais il faut quand même, d'est en ouest, il faut quand même 700 km. Et après, il faut traverser la France, ça c'est un grand pays, et après l'Espagne. C'est quand même loin. Et même si on a le plus d'heures de soleil d'Allemagne, on en a certainement moins qu'en Espagne. Mais on a de plus en plus de jeunes apprentis espagnols qui viennent chez nous. Il faudrait un échange, il faudrait un Erasmus du travail. Enfin, rechercher ensemble une vision commune et réalisable, à l'instar d'une vision qui percute et qui reste sans suite. Pour cela, il faut retrouver une culture du dialogue. Je sais un peu de quoi je parle parce que j'ai vécu un certain nombre de politiciens de haut rang et de réunions de haut rang, et je sais comment se définit souvent le dialogue. C'est une suite de papiers qui sont lus. Donc il faut, pour cette culture du dialogue, savoir intégrer nos idées à nous avec les idées et les attentes des autres. Il faut être capable d'écouter en parlant, ou peut-être d'écouter avant de parler, pour arriver à une solidarité des faits dont parlait Schuman. C'est le problème classique des politiciens. Nous avons plutôt un problème actuellement de peu de vision européenne, et les peu qui expriment leur vision propre, et ça inquiète toujours les autres, parce qu'eux n'ont pas de vision et se disent ça c'est sa vision à lui. Le tout c'est de développer ensemble une vision commune, et je terminerai pour être dans les temps ou pour aider à rattraper avec la phrase qui suivait la phrase que j'ai lue avant de Robert Schuman. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher en premier chef la France et l'Allemagne. Ça, c'est ma conviction personnelle, et je crois que tant que la France et l'Allemagne ne seront pas de nouveau à un niveau opérationnel commun et à un niveau visionnaire commun, mais visionnaire et opérationnel, le reste de l'Europe continuera à se déliter. Merci beaucoup. Merci Stéphane Babelmans. Merci de nous rappeler que... Merci de nous rappeler qu'en politique, il faudrait commencer par écouter avant de parler. Ça, c'est un préambule intéressant. Et merci d'avoir mélangé... Non, mais je crois qu'on est assez d'accord dans cette salle pour reconnaître la pertinence de ce précepte. Mais je crois que vous avez aussi insisté sur le fait que voilà, il fallait à la fois le concret et le politique dans sa dimension vision, le concret avec l'Erasmus du travail, qui est un sujet intéressant, qui rejoint de manière assez pertinente l'idée d'une espèce de chômage, entre guillemets, d'assurance chômage européenne, là aussi où on est sur des projets qui peuvent finalement trouver un chemin pour avancer. Et quant au rôle de l'Allemagne et de la France, bon, on est tous d'accord, c'est vraiment un sujet majeur. On ne peut pas désespérer qu'un jour les choses se remettent en mouvement. Je me tourne maintenant vers Denis Simoneau, pour vous d'abord remercier, cher Denis, d'être présent ce matin. Vous remercie également d'avoir associé Europa Nova à cet événement. Alors, quelques éléments pour vous présenter. Donc, vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Vous êtes président d'Europa Nova depuis 2015. Mais surtout, vous êtes diplomate. Vous avez servi en Inde, en Afrique du Sud. Vous avez été conseiller auprès du ministre des Affaires européennes, Michel Barnier, en 96-97. Vous avez été conseiller à la représentation permanente française auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Ensuite, avant d'être nommé consul général et chef de la mission économique spécialisée dans l'énergie à Houston, Texas, je précise. De 2005 à 2007, vous avez été directeur adjoint et porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, puis directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet, de 2007 à 2008. Vous avez également été directeur adjoint du cabinet de Bernard Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères. En 2009, vous avez choisi d'avoir une expérience dans un autre monde, le privé. Vous avez rejoint le groupe Engie,
ex-GDF Suez, en tant que conseiller diplomatique du président-directeur général, Gérard Mestrallet. Et ensuite, vous avez été nommé directeur des relations internationales du groupe avant de devenir membre du comité exécutif du groupe en charge des relations européennes. Ça vous a emmené jusqu'en 2016. Et maintenant, vous êtes directeur des relations institutionnelles d'une autre très grande maison bien connue des Français qui s'appelle L'Oréal. Avec vous, nous allons prolonger cette problématique des crises, peut-être en nous intéressant à 3 aspects en particulier que sont les conséquences de la crise financière, celle relative à la crise migratoire qui n'a pas fini de nous occuper, de nous préoccuper pendant les prochains mois, puis une troisième qui est à la fois une crise et peut-être plus encore une source d'opportunité, la problématique de la crise du secteur de l'énergie. Qui est un vrai très gros sujet, alors qui est beaucoup plus un sujet à bas bruit, parce que évidemment ça préoccupe moins de manière concrète les Français, sauf quand les Russes menacent de couper les vannes de gaz à l'approche de l'hiver, là auquel cas tout d'un coup on se met à se poser des questions très sérieuses qui concernent tout le monde. Mais sinon cette problématique de l'énergie qui est extrêmement profonde et sérieuse en Europe est peut-être aussi une source d'opportunité, comme c'est souvent le cas avec les questions qui touchent à l'énergie, parce qu'on est pour le coup sur des sujets de long terme et que parfois ça permet de réguler les effets de manche de l'action politique. Donc, cher Denis, je serais ravi que vous partagiez votre point de vue avec nous. Je vous en remercie. Merci Alexandre, merci Monsieur le Président pour cette invitation. Effectivement, Europa Nova est très heureux d'être partenaire de ce colloque sur un sujet très important, la solidarité. Merci au premier orateur. Ich würde gern auf Deutsch sprechen, wie Sie auf Französisch sprechen, aber ich kann nicht mehr Deutsch sprechen, that's my problem. Mais je crois que c'est important effectivement d'avoir ce dialogue sur un sujet aussi important que la solidarité. J'ai choisi d'évoquer 3 sujets que je connais un peu, l'énergie, la question financière, la question migratoire, parce que la question qui était posée, est-ce que la solidarité intra-européenne est-elle menacée ? Ma réponse est oui, 3 fois oui. 3 fois oui sur ces 3 exemples précis que je vais évoquer avec vous. Rapidement, bien entendu. D'abord, rappeler effectivement en introduction que la solidarité, ça a été dit par plusieurs orateurs ce matin et encore à l'instant, à partir de cette phrase formidable de Robert Schuman sur les solidarités de fait. Je crois que la communauté européenne, puis l'Union européenne maintenant, est un ensemble qui est fondé sur la solidarité. Elle est marquée dès la déclaration Schuman, mais elle est reprise de façon très précise dans l'acte unique européen de 1986, lorsque Jacques Delors crée, à côté du marché intérieur, une politique de solidarité, une politique de fonds structurels, de fonds régionaux, qui continue aujourd'hui, qui est le 2e budget de l'Union européenne, et qui marque justement la volonté de transférer un certain nombre d'aides européennes vers les pays ou les régions en retard de développement. Et cette solidarité, elle se poursuit aujourd'hui dans le traité de Lisbonne, au gré de l'article 222 qui parle de la solidarité, enfin la fameuse clause de solidarité qui, elle, s'applique en cas d'attaque terroriste, de catastrophe naturelle. Et vous savez que la France a recouru à cet article après les attentats de 2015. Et donc, je crois que c'est important de voir que c'est finalement une ligne directrice de cette construction européenne que ce concept de solidarité. Alors, à partir de là, est-ce que nous avons un risque de voir cette solidarité intra-européenne s'affaiblir, voire disparaître? Je le pense profondément et c'est effectivement ce qui inquiète aujourd'hui. Donc je ferai partie, dans un premier temps, des pessimistes. Il y en a eu un certain nombre ce matin, mais j'essaierai de conclure en étant quand même optimiste parce que c'est ma nature. D'abord, l'exemple de l'énergie. J'ai travaillé, comme Alexandre l'a rappelé, quelques années pour GDF Suez, devenu Engie, et j'ai pu, dans ce cadre-là, contribuer à la définition d'une politique européenne de l'énergie. Mais ça a été très laborieux. D'abord, il faut rappeler que dans le traité de Lisbonne, l'article 194 qui porte sur l'énergie mentionne justement ce concept de solidarité et indique que la politique européenne doit être conduite dans un esprit de solidarité. Est-ce que nous avons un esprit de solidarité dans la politique énergétique européenne? Nous avons été plusieurs à essayer d'engager une politique européenne de l'énergie, mais je dois dire que si on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'il y a de profondes divergences. Regardez sur l'industrie nucléaire. Les États membres sont tous sur des positions très différentes et vous vous souvenez tous qu'après l'incident de Fukushima en mars 2011,
la République d'Allemagne a décidé d'abandonner le nucléaire du jour au lendemain. C'était une décision de Madame Merkel, prise sans aucune concertation avec ses partenaires et laissant finalement des partenaires, en particulier français, puisqu'il y avait une grande alliance entre Siemens et Areva dans le nucléaire, et nous nous sommes retrouvés totalement démunis par rapport à cette décision de l'Allemagne. Et ça a entraîné ensuite un certain nombre d'autres décisions de la part de l'Italie, de la part de la Suède, etc., qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation complètement divergente entre les États membres sur la question nucléaire, au point même que l'Autriche a émis un recours contre le projet Hinkley Point soutenu par EDF au Royaume-Uni. Donc vous voyez un premier exemple de divergence absolue, d'un manque de solidarité absolue. Le deuxième exemple, c'est effectivement ce qui s'est passé également en matière de substitution de cette énergie nucléaire par d'autres énergies. C'est-à-dire qu'au moment où nous étions engagés dans une grande négociation sur le changement climatique, qui a finalement et heureusement abouti à Paris en décembre 2015, eh bien, vous aviez un certain nombre d'États membres qui décidaient de revenir vers d'autres sources d'énergie, en particulier, là encore, l'Allemagne, revenant vers le charbon et la lignite, et donc avec des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus importantes que dans le passé, l'avantage du nucléaire étant de ne pas émettre de CO2. Vous avez également une divergence profonde en matière d'énergie renouvelable. Chaque État membre est concurrent finalement de son voisin, qui avec des subventions à l'énergie éolienne, qui avec des subventions à l'énergie solaire, qui en défendant l'énergie éolienne offshore. Bref, vous avez là aussi une divergence profonde et pas de politique et d'approche commune de la part des États membres en matière d'énergie renouvelable. Je terminerai enfin toujours dans l'énergie en disant que vous avez également en matière de gaz, et ça, il y a eu une question d'ailleurs sur le projet Nord Stream dont je me suis beaucoup occupé chez Engie. En matière de gaz, nous avons eu effectivement une vraie rivalité sur le projet Nord Stream 1 et maintenant Nord Stream 2 entre un certain nombre d'États membres qui considèrent que c'est un projet essentiel pour l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne et d'autres qui considèrent que c'est un projet qui renforce notre dépendance vis-à-vis de la Russie et qui le contestent fortement, en particulier la Pologne, la Slovaquie ou les pays baltes. Donc un constat sur les sujets énergétiques de divergence absolue entre les États membres, en dépit de cette volonté de construire une politique européenne commune, je dirais, en matière énergétique. Le deuxième constat que je voulais faire, c'est sur évidemment la question de la crise financière. Elle a été évoquée par plusieurs intervenants ce matin. Je crois pour moi que ça a été typique effectivement d'une absence de solidarité. Je suis convaincu que si nous avions, dès le début de la crise grecque, qui, je le rappelle, a été une crise qui a été importée. La crise, elle est d'abord une crise américaine sur la crise des subprimes, qui est ensuite exportée vers l'Union européenne et qui fait que nous avons une crise de la dette souveraine assez rapidement en Europe, puisque les budgets publics viennent en soutien du secteur bancaire. Et si nous avions, dès le début de la crise grecque, c'est-à-dire dans les années 2011, en fait 2010-2011, décidé de soutenir le membre du club en disant vous êtes membre du club, vous êtes membre de la zone euro, donc on vous soutient, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous aurions eu une crise qui aurait duré quelques semaines et qui aurait coûté très peu cher aux Européens. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que nous avons abordé cette crise de façon, là encore, totalement peu solidaire. Et nous avons eu des réactions d'un certain nombre d'États membres qui étaient très, très divergentes. D'abord, au départ, pratiquement personne ne voulait soutenir la Grèce. Et ensuite, ça a mis un peu de temps pour que certains se disent « mais finalement, nous faisons partie justement de ce club et nous devons soutenir la Grèce ». Et je viens, en appui de mes propos, à citer ce qui, moi, est particulier sur cette crise de la zone euro, c'est que le jour où Mario Draghi, nouveau président de la Banque centrale européenne en juillet 2012, fort finalement d'un soutien, je dirais, un petit peu inespéré, c'est-à-dire que nous étions quelques semaines après l'élection de François Hollande ici en France. Mario Draghi se permet de dire en juillet 2012, quoi qu'il arrive, nous soutiendrons les États membres de la zone euro. C'est-à-dire qu'il faut attendre presque 4 ans
avant que le président de la Banque centrale puisse dire cela, ce qu'il aurait dû faire dès le début, mais c'était un autre président que je ne citerai pas parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais qui, à mon avis, sur ce sujet, a manqué un peu de courage. Et si Mario Draghi peut dire cela en juillet 2012, c'est parce que justement il y a eu une élection récente en France et que le nouveau président français arrive avec une certaine autorité. Il vient d'être élu, il a tenu des propos extrêmement pro-européens et donc Mario Draghi utilise finalement ce soutien et celui d'autres États membres bien entendu et celui de la Commission européenne pour faire sa déclaration. Un peu comme Jacques Delors, dans les années 90, pouvait se permettre de prendre des déclarations et de faire des déclarations assez fortes parce qu'il savait qu'il avait le soutien de François Mitterrand et de Helmut Kohl et qu'il pouvait donc faire des annonces extrêmement puissantes en tant que président de la Commission. Et donc je fais cette analogie et je pense que si nous avions pu avoir une déclaration aussi forte dès le début de la crise grecque, nous aurions évité évidemment ce qui s'est produit par la suite. Ce qui s'est produit par la suite, et pardon pour nos amis allemands, mais je pense qu'il y a vraiment eu de la part de l'Allemagne une crainte absolue de venir en soutien de la Grèce en considérant que la solidarité, c'était d'abord une solidarité en demandant à chacun des partenaires de respecter les mêmes principes, en étant extrêmement rigoureux sur les aspects juridiques, et finalement en oubliant que cette construction, elle était une construction certes juridique, certes une construction économique, mais comme le disait Jean-Louis Bourlange tout à l'heure, une construction politique. C'est-à-dire que si on ne met pas effectivement des engagements politiques derrière la construction de la zone euro, eh bien on en arrive à ce qui s'est produit, c'est-à-dire un délitement de cette zone, un risque de délitement. Et comme le rappelait Xavier Rago, c'est très frappant de voir que si vous regardez sur la période, la convergence des taux d'intérêt entre les États membres de la zone euro, elle est absolue entre 1999, donc avant même la constitution de la zone euro, et 2007, fin 2007. Et ensuite, c'est une divergence très forte. Et aujourd'hui, cette divergence se poursuit parce que nous n'avons pas restauré la crédibilité de la zone euro à cause de nos oppositions pendant toute cette période. Enfin, j'en viens à la dernière crise, la crise migratoire. Là aussi, je pense que nous avons observé une divergence de solidarité absolue. Lorsque Mme Merkel, en 2015, fait une déclaration qui me semble tout à fait en phase avec les valeurs européennes, en disant que nous devons tout mettre en œuvre pour accueillir les migrants qui fuient principalement la Syrie à cette époque, l'Irak et la Syrie. Et je rappelle que ce qui déclenche la crise migratoire de 2015, c'est parce que les fonds de réfugiés des Nations Unies n'ont plus suffisamment d'argent pour maintenir les réfugiés dans les camps, dans la zone. Et il faut voir le nombre de réfugiés qui sont accueillis par le Liban, par la Jordanie, par la Turquie, des quantités extrêmement importantes de migrants. Mais les Nations Unies n'ont plus suffisamment de moyens pour soutenir ces camps de réfugiés. Et du coup, vous avez des départs massifs vers l'Europe. Madame Merkel réagit, je crois, de façon extrêmement européenne et responsable à ce moment-là. On peut revenir ensuite sur la crise que cela a engagée parce qu'il y a eu une exploitation de la crise migratoire, une exploitation politique, mais elle est seule. Personne n'est solidaire avec Mme Merkel en 2015. Et nous avons effectivement par la suite une très grande divergence des politiques avec des pays en ligne de front, je dirais, la Grèce, l'Italie qui sont laissés tout seuls pour gérer les migrants qui arrivent chez eux, la Commission qui propose une politique de quotas qui est refusée par tout le monde, y compris par la France. Et nous arrivons à cette situation aujourd'hui explosive où avec une quantité de réfugiés et de migrants beaucoup moins importante qu'en 2015, nous avons une véritable crise politique dans tous les États membres et qui nécessite, je pense, une réponse européenne, une réponse solidaire, sinon nous ne parviendrons pas à résoudre ce conflit. J'attire votre attention d'ailleurs sur le fait que Europa Nova organisera le 19 octobre au musée de l'immigration à la Porte Dorée une journée de discussion sur cette question migratoire qui est une question très sensible. Je rappelle que Ivan Krastev, politologue bulgare, a écrit en 2015 un ouvrage où peu ou prou il disait la crise migratoire peut être le 11 septembre de l'Union européenne. Si nous ne gérons pas de façon appropriée cette crise migratoire, nous risquons effectivement d'avoir de nouveau une crise majeure de l'Union européenne qui pourrait aboutir à une explosion de l'Union européenne. Je rappelle que le premier motif du Brexit, c'est la peur de l'étranger. Il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui a généré la plupart des votes anti-Europe
Royaume-Uni, c'est la peur de l'étranger. Alors même que pendant des années, Tony Blair avait été le premier promoteur de l'ouverture des frontières et de l'arrivée de migrants en Europe. Donc réfléchissons à cette question. Voilà ce que je voulais dire peut-être sur ces trois crises. Et comme je vous l'ai dit, je suis un optimiste, donc je pense que nous pouvons quand même espérer nous sortir positivement et de façon solidaire de ces crises. Sur l'énergie, je rappelle qu'en 2009, lorsqu'il y a une vraie crise de l'énergie, puisque la Russie coupe les robinets de gaz passant par l'Ukraine, pas un seul citoyen de l'Union européenne n'a souffert de la crise du gaz parce qu'il y a eu une véritable solidarité entre la Commission, les États membres et les opérateurs. J'étais chez Engie à l'époque. Nous avons mis en place des flux rebours, nous avons utilisé le gaz naturel liquéfié, nous avons utilisé d'autres sources d'énergie, etc., pour résoudre cette crise aussi bien que possible. Si on prend la crise financière, elle reste un peu devant nous, mais il y a quand même eu beaucoup de réalisations concrètes qui ont été entreprises depuis 2012. Et Xavier Rago en a parlé, l'union bancaire, le mécanisme européen de solidarité, le fonds européen, bref, tout ça, ce sont des instruments qui aujourd'hui existent et qui devraient nous autoriser à affronter une nouvelle crise de façon plus solidaire que la précédente. Et sur les migrations, c'est un sujet aussi où il y a aujourd'hui beaucoup de propositions sur la table, les centres de regroupement, le renforcement de Frontex, l'aide au développement, enfin un certain nombre de sujets, et puis la revitalisation de l'accord de Schengen, puisque effectivement, si vous signez un accord et que vous ne le mettez pas en œuvre, il est clair que vous n'arrivez pas à juguler le problème que vous voulez affronter. Voilà ce que je souhaitais dire en laissant un peu d'espoir sur la possibilité effectivement de résoudre ces crises difficiles par le voie de la solidarité intra-européenne. Merci de votre attention. Un peu d'espoir, tant mieux. Des constats quand même qui sont clairs entre le primat des États sur les questions énergétiques, l'absence de solidarité telle que vous les avez décrites en ce qui concerne la crise financière et puis ces divergences absolues sur les problématiques migratoires. On est quand même face à une problématique de fond qui quelque part nous interpelle au niveau finalement de la souveraineté des États et de leur capacité à un moment donné à tuiler avec le projet européen. On va maintenant aborder la question sous un angle différent, mais je crois tout aussi complémentaire avec le professeur Didier Georgakakis. Donc, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur visitant au Collège d'Europe de Bruges, je crois au niveau de la chaire Jean Monnet, et vous êtes membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vous êtes par ailleurs membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, CNRS. Je crois que votre intervention va nous amener à nous poser une somme de questions sur peut-être les hommes qui sont dans le système. Pour faire très court, est-ce qu'il n'y a pas une forme finalement également de crise du management européen avec les élites qui sont là, celles qui finalement sont fabriquées par un système et celles qui après fabriquent des décisions qui peut-être ne sont plus comprises ou plus en phase avec les Européens ou qui ne produisent pas assez de résultats. En tout cas, la question des hommes qui sont dans le système est sans doute tout aussi centrale que les problèmes auxquels le système est confronté, puisque ce sont bien ces hommes qui sont amenés à gérer les crises lorsqu'elles se présentent. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous avez donc déjà beaucoup dit. Je voulais vous remercier en tout cas pour l'invitation, à la fois pour l'importance du terme et puis aussi pour la volonté de le traiter sur un mode interdisciplinaire. J'apprécie particulièrement. Alors, je voulais en effet contribuer à vos débats sur les crises en insistant ou en éclairant un aspect en tout cas souvent minoré lorsqu'on interprète les conditions de possibilité des politiques européennes. Et tout particulièrement, je dirais, de politiques européennes un peu ambitieuses, comme celles qui pourraient conduire à renforcer les solidarités. Cet aspect, c'est en définitive celui de l'état de la machine, mais non pas l'état de la machine abstraite, institutionnelle, l'état plus exactement de sa base humaine, si je puis formuler les choses comme ceci. Lorsqu'on envisage l'Union européenne, on l'envisage souvent de deux points de vue, la logique des institutions, c'est-à-dire le fonctionnement du triangle, désormais de la forme assez indéterminée de quadrilatère qu'elle dessine avec la présidence du Conseil. On l'envisage aussi du point de vue de la supposée volonté des États membres, c'est-à-dire soit de leur convergence économique ou politique, plus rarement sociale d'ailleurs, ou depuis un certain temps plutôt de leur divergence et de leur difficulté à s'accorder sur un projet européen commun qui soit
un tant soit peu offensif. Alors, ces éléments sont évidemment très importants, et ce d'autant plus qu'en matière de politique de solidarité, ils conduisent à une forme d'inertie, non pas que les institutions ne bougent pas ou qu'elles seraient incapables d'adaptation, mais au sens où on a tendance à aller puiser dans le fond commun des paradigmes acceptés plutôt que d'innover politiquement avec de nouvelles politiques, ce qui bien évidemment n'est pas complètement favorable dans la conjoncture au renforcement des solidarités. Mais il y a une condition qui me semble assez peu perçue, en tout cas très peu débattue, c'est que finalement la machine humaine que représente ce que j'appelle le champ de l'eurocratie, et que je vais définir un petit peu plus tard, et peut-être plus particulièrement son cœur, c'est-à-dire la fonction publique européenne, vit des transformations massives qui me conduisent, moi, à faire le diagnostic d'une crise précisément de reproduction de ce corps. Alors, une partie substantielle de mon travail depuis longtemps a consisté à rompre avec la mythologie de l'eurocratie. J'ai toujours cherché à montrer la diversité, en réalité, des acteurs qui sont en compétition pour le pouvoir sur l'Europe, en compétition pour la fabrication des politiques européennes. Dans un livre récent, j'ai cherché à montrer, alors qui est paru pour l'instant en anglais, mais je viens d'achever la version française, donc je ne manquerai pas de vous en tenir informé. J'ai dans un livre récent montré qu'effectivement la fonction publique européenne était en train de vivre une crise sans précédent, au sens où sa base, si vous voulez, culturel, où son modèle s'est fondamentalement déplacé, puisqu'il était celui de certaine manière de grand commis de l'Europe, modèle qu'elle épousait depuis ses fondations, visionnaires, intéressés par la construction du consensus, etc., vers un modèle de plus en plus aujourd'hui, très très proche en réalité des élites managériales de l'économie globale, dont on verra qu'il n'est pas nécessairement ou qu'il ne sert pas nécessairement sa capacité à dessiner et à porter de nouvelles solidarités. Alors, ces transformations, bien évidemment, sont très négligées dans un débat où la figure de l'eurocrate est devenue une forme de repoussoir facile. De ce point de vue, j'aimerais insister précisément sur cette dimension autour de deux aspects. D'une part, vous dire ce qui se passe précisément dans ce champ, et ensuite vous dire également quelles en sont les conséquences sur les conditions de la solidarité. Alors, je voudrais d'emblée clarifier rapidement le concept de champ de l'eurocratie, et qui a donné le titre à un livre collectif en 2012. Ce travail est véritablement, je pense, important intellectuellement parce qu'il vise à rompre, à faire exploser d'une certaine manière la définition ou l'idée qu'il y aurait une eurocratie monolithique, etc., ce qu'on entend beaucoup dans le débat commun. En réalité, cette eurocratie, c'est pour ça que j'utilise le concept de champ de l'eurocratie, qui fait référence à des travaux en sociologie, est le fruit d'une concurrence entre des acteurs très différents. De fait, on peut même utiliser un champ bureaucratique, c'est le concept que moi j'utilise. L'UE, dès le départ, comme on l'a rappelé tout à l'heure, a été conçu comme une machine à résoudre des problèmes et à faire des compromis pour mutualiser des solutions. Et ce faisant, il s'agit de traduire dans des instruments de politique publique, dans des catégories, des inputs qui viennent de multiples champs du pouvoir économique, politique, nationaux, internationaux, etc. Elle a toujours, de ce fait-là, consisté dans une forme de démocratie indirecte, matinée par des éléments de démocratie directe, plus formelle et en réalité assez désencastrée précisément d'une base sociétale. Bon, c'est un fait, on peut le déplorer, mais d'une certaine manière, tout le monde a accepté ce système. Alors, d'une certaine façon, parce que, en réalité, historiquement, c'était, et c'est sans doute toujours, un peu le seul possible, d'une certaine façon.
De ce point de vue, on peut dire que cette condition structurelle crée d'une certaine manière un milieu où des caractéristiques pour les agents qui la font tourner qui sont d'un type un petit peu particulier. Au fond, j'aurais tendance à dire, sans être trop provocateur, mais que les élites politiques nationales sont en réalité très rarement politiquées, sont rarement préoccupées par l'Europe, en tout cas dans son quotidien, et ce, en dehors de certaines conjonctures très spécifiques qui sont soit électorales, soit quand une menace est véritablement avérée. En revanche, il s'est créé une forme de ce que j'appellerais de technocratie collective, où sont à pied d'œuvre non seulement des fonctionnaires européens, mais beaucoup de représentants des États membres, une bureaucratie du privé extrêmement importante, qui sont ceux qu'on appelle les lobbies, mais le lobby pose tellement de problèmes sémantiques que je préfère ne pas rentrer dans ce débat, et aussi précisément un ensemble, bien évidemment, d'élus. Donc c'est un beau pléonasme que de dénoncer l'Europe technocratique, quand, d'une certaine manière, c'est la forme qu'on a cherché à lui donner, et que toute une série d'autres élites ne l'investissent en réalité pas plus que cela. Alors, ce qui est important, évidemment, en faisant la sociologie de ces agents, dans leur diversité, c'est de montrer que leurs relations ont en définitive changé. D'une part, la fonction publique des États membres, depuis très longtemps, vit partout en Europe une forme de pression extrêmement importante. Elle est de plus en plus délégitimée dans sa capacité à incarner une forme d'intérêt général. Et donc, évidemment, quand les représentants de la fonction publique nationale sont à Bruxelles, ils le rendent, bien évidemment, à ceux qui sont censés incarner, eux aussi, l'intérêt européen, c'est-à-dire les fonctionnaires européens. Ce qui fait que, d'une certaine façon, ces relations qui, un temps, furent fluides, le sont, je pense, de moins en moins. Les lobbies, pour y revenir, sont de plus en plus actifs, de plus en plus professionnalisés, et ce d'autant plus que les intérêts économiques n'ont cessé de croître. Pas seulement depuis le marché unique, mais aussi la généralisation d'un ensemble de politiques ou de partenariats publics-privés qui fait que les entreprises sont au cœur, en réalité, du système que le montre toute une série d'auteurs. Et parallèlement à ceci, eh bien, la fonction publique européenne, effectivement, s'est fragilisée. Le modèle des pères fondateurs, d'une certaine manière, qui avait repris de l'ampleur sous l'époque de l'or, au moment de la relance de l'Europe, a été vivement critiqué dans les années 90 et particulièrement dans les années 2000, au profit d'une nouvelle définition de la fonction publique, d'inspiration soi-disant plus moderne, en réalité beaucoup plus britannico-nordique, et ce, après, précisément, en particulier, les réformes thatchériennes. La conséquence de cela, c'est que l'expertise n'est plus ou n'a plus la même valeur qu'elle pouvait avoir chez les fonctionnaires européens qu'elle avait il y a une quinzaine d'années. La motivation à l'Europe n'est même plus considérée comme une valeur. Pour vous donner un exemple, un seul, depuis 4 ans, les règles de recrutement des fonctionnaires européens ont changé. Vous n'avez plus aucune question dans le recrutement des fonctionnaires européens qui renvoie à une quelconque culture juridique, politique, économique, précisément liée à l'Europe. On a affaire à des tests de quotient intellectuel et toute une série de choses mécaniques. On fait tourner des ronds, des billes et des carrés qui entretiennent assez peu de rapport en réalité avec une quelconque vision de l'Europe. Je pourrais prendre une quantité d'exemples, je n'ai pas le temps, mais pour bien montrer que dans le climat précisément bruxellois, c'est-à-dire à l'intérieur de la machine, on assiste à des transformations assez massives. Alors bien sûr, on pense s'en tenir à la thèse que les divergences entre les États membres tiennent à des intérêts macroéconomiques ou politiques extérieurs à tout cela. On peut aussi se poser la question de savoir comment ces convergences sont possibles quand le corps des agents dont la fonction principale était précisément de faire converger les intérêts est lui-même en crise. C'est, je pense, une question assez centrale, bien que méconnue. Alors, quelles en sont les conséquences sur les politiques de solidarité? Très rapidement, je vais en donner deux ou trois exemples. D'une part, là aussi,
de manière bien différente avec la figure de l'eurocrate qu'on peut avoir en tête à Paris, il y a une sorte de climat qui n'est pas toujours à l'enthousiasme dans les institutions européennes. Alors bien sûr, la présidence de Juncker, d'une certaine manière, a un peu réenchanté les choses du point de vue des personnels, mais on voit très bien en réalité que depuis la démission de la commission Santer et un ensemble de réformes structurelles qui l'ont suivi, eh bien l'enthousiasme n'est plus véritablement de mise ou en tout cas prépondérant. Plus spécifiquement, je pense que les secteurs les plus sociaux, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler à la suite de Bourdieu, non pas la main gauche de l'État, mais la main gauche de l'Europe, ou en tout cas l'embryon de main gauche de l'Europe, c'est-à-dire les secteurs les plus sociaux, l'environnement, la formation, l'éducation, etc., en réalité sont relégués par une sorte de double mouvement. D'une part, la crise a priorisé, bien évidemment, de nouveaux dispositifs, et en particulier le semestre européen et d'autres qui ont consolidé d'une certaine manière un ensemble de missions fortes des institutions d'être le gendarme économique de l'Europe, pour dire les choses d'un côté, et de l'autre, de favoriser et de trouver de tous les côtés les instruments de l'innovation et de la croissance pour aussi favoriser une reprise. Les deux, mais bien évidemment, cela a conduit relativement ou relationnellement, si vous voulez, à une délégitimation des secteurs les plus sociaux. Pourquoi? Parce que politiquement, comme on l'a dit ce matin, ce sont ceux sur lesquels on a le plus de mal à se mettre d'accord, parce que c'est une prérogative des États membres. Donc bien évidemment, il manque un peu d'huile dans ce rouage-là depuis très longtemps. D'autres les perçoivent bien évidemment comme un frein à la croissance, c'est tout le problème de l'environnement, et d'autres enfin comme un investissement sur le long terme. Et on sait très bien qu'en situation de crise, on préfère généralement les investissements de court terme que les investissements de long terme, ce qui est un vrai problème. Dernier élément, bien évidemment, la mobilité des fonctionnaires qui a été généralisée, la perte de connaissances internes, etc., a fragilisé précisément ceux qui étaient les plus porteurs dans les institutions, précisément, de cette vision de la solidarité au profit d'autres, précisément, beaucoup plus en vue, parce qu'ils sont au cœur des politiques économiques. Donc je ne suis pas ceux qui pensent qu'il y a une sorte d'essence néolibérale de l'Europe qui fait qu'elle serait incapable de prendre en charge la question des solidarités et des questions sociales. Mais le fait est que sous le double coup de la reprise en main par les États membres dans les années 90 du processus européen d'une part et d'autre part de la crise récente, j'aurais tendance à dire que les conditions sociologiques d'un interventionnisme, d'un volontarisme précisément de l'Europe sur les questions de la solidarité a plutôt pris du plomb dans l'aile. Alors pour conclure, j'attire vraiment votre attention sur l'importance d'aller voir dans le cœur de la machine. Alors évidemment, quand on fait un trajet, il faut s'intéresser à la climatologie, à qui conduit, quel est l'état de la route, etc. Mais il y a aussi l'état du moteur, d'une certaine façon, et je pense qu'ici c'est très important. Pourquoi? Parce que quand bien même on lancerait une sorte de révolution institutionnelle, je pense qu'il faudra en réalité des années pour reconstruire cette force de travail d'une certaine manière ou cette base humaine de l'Europe. Alors je ne le dis pas là encore par fatalisme, mais au contraire par une sorte de réalisme constructiviste, si vous voulez, au sens où je pense que quand on fait de la politique européenne, il faut non seulement écouter avant de parler, mais il ne faut pas penser qu'il suffit de dire haut et fort précisément ce qu'est le chemin, parce que ce chemin, précisément, il doit être aussi partagé par d'autres. Et d'une certaine manière, cette machine européenne a été au contraire conçue précisément pour absorber les chocs et neutraliser les grandes visions d'une certaine manière politique si elles sont considérées comme trop immédiates ou intéressant trop les uns et pas assez les autres. Ça veut dire que le travail politique, de ce point de vue-là, si on souhaite un changement
de paradigme. Il passe aussi par les conditions humaines et organisationnelles qui permettent de lui donner forme. Et en l'espèce, je pense qu'il faut remobiliser, réhabiliter, redonner des ressources, en tout cas aux agents qui, au sein des institutions européennes, sont porteurs de ces politiques de solidarité. C'est là, à mon sens, et vraiment pour conclure, que commence la politique, et pas seulement dans les prétoires ou dans les amphithéâtres, aussi beaux soient-ils. Merci. Merci, professeur. Merci de nous avoir rassurés là encore. Ce qui est vrai, c'est que cette problématique de fabrication des élites, ces grands commis de l'Europe, et puis toute comparaison avec les processus de fabrication avec nos propres élites serait évidemment n'engagerait que leurs auteurs, hein, ça va de soi. Mais cette problématique de fabrication des élites, avec tout le rôle de ces influenceurs que vous avez évoqués, et qui jouent un rôle conséquent, et par voie donc de conséquence, l'impact que ça a sur la problématique de l'expertise et donc sur finalement la légitimité de ce qui ressort de cette parole européenne ou de cette inspiration de la parole européenne, la parole politique européenne est vraiment très important. J'aimerais bien avoir la réaction sur ce sujet de Stéphane Babelmans, qui a une véritable expérience de la politique au niveau européen, et peut-être également de Denis Simoto. Je rajouterai une très très brève question de votre point de vue, très, très brièvement, la nature des obstacles. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment les agendas nationaux qui finalement dictent la politique et l'engagement des États au niveau européen, ou est-ce que c'est quand même le système de gouvernance européen, c'est une question un peu binaire, mais qui quand même est dans sa conception le problème numéro un? Oui, alors d'abord, je vais répondre sur la solidarité et à répondre parce que Alexandre a vu que je tiquais sur une remarque de Didier Simoneau. Ça fait un moment que Descartes me regarde. Je ne sais pas s'il fait exprès, mais je me suis dit sur la solidarité, il faut parler du discours de la méthode. Et là, quand on parle de la solidarité, je me souviens toujours de ma grand-mère qui était du Tard et qui disait « Aide-toi et le bon Dieu t'aidera ». Et cette conception « Aide-toi et le bon Dieu t'aidera » est une conception fantastique d'un mélange entre la subsidiarité et la solidarité. Si tu t'aides, il te sera aidé. Et la question de la Grèce a été exactement ce thème. Alors, sur la Grèce, on peut dire deux choses. D'abord, le discours de la méthode, je l'ai vécu, j'étais à un niveau relativement élevé à l'époque, j'ai vu M. Varoufakis débarquer en Allemagne, il était clair. Le pauvre veut que le riche donne parce que le pauvre est pauvre et que le riche est riche. Et en plus, en sous-jacent, l'histoire commune, les exactions allemandes en Grèce. Et puis les réparations que les Grecs, tous les 5 ans, redemandent, alors que du point de vue juridique, l'affaire est entendue, en théorie. Donc, le discours de la méthode, et Varoufakis s'est tombé sur le ministre le plus pro-européen du gouvernement allemand, et ça depuis longtemps. Wolfgang Schäuble, le plus pro-européen depuis longtemps. Et la manière avec laquelle il lui a dit « Moi, je suis brillant économe et je suis pauvre, toi, tu n'es pas économe et tu es riche, l'affaire est entendue. C'est toi qui donnes et c'est moi qui prends. » Un partage des tâches qu'on met sous un complexe de solidarité, on fait un chapeau, comme on fait toujours en Europe, et le tout est réglé. L'Allemagne a dit non. Schäuble n'a pas pensé à ma grand-mère, mais il a dit « Tu t'aides d'abord et tu fais des réformes structurelles. » Là-dessus, on pourrait dire une seconde chose, c'est qu'effectivement, l'Europe a failli dans le cas de la Grèce, et ça, l'Allemagne en est coupable aussi. Je l'ai vécu moi-même dans un des services qui m'était subordonné, parce qu'on a permis à la Grèce de mentir sur ses statistiques pendant des années, depuis qu'ils étaient membres de l'Union européenne. Donc, un pays qui va bien peut continuer à aller bien. Le tout, c'est s'il ne va pas vraiment bien, c'est à un moment ou un autre, ça va réapparaître. Et à l'époque, c'était tout bête, c'était une question de principe. L'Union européenne avait vu venir ça, et là je suis très reconnaissant au professeur Georges Akakis de son éloge des fonctionnaires et du rôle des fonctionnaires. L'Europe avait vu venir ça et avait demandé de faire un audit de l'Office des statistiques grec. Et les Grecs avaient répondu, avec de bonnes raisons, aucune raison de regarder chez nous, on regarde chez tout le monde ou chez personne.
Les Allemands, à cela, ont répondu « aucune raison de regarder chez nous, parce que l'Office des statistiques fédérales est ce qui se fait de mieux dans le monde, donc on regarde les Grecs, parce que là on a un soupçon, mais en allemand on n'y regarde pas ». Résultat, on n'a regardé ni en Grèce ni en Allemagne, mais on n'a surtout pas regardé en Grèce. Et la crise est apparue quand on a découvert que tout le budget grec était fondé sur des mirages, mais pas sur des réalités patentes. Depuis, il y a un peer review de tous les offices des statistiques, et effectivement, tous les ans, il y a un Letton, un Bulgare et un Français qui débarquent à Wiesbaden, et puis un Allemand, un Grec et un Slovaque qui débarquent à Paris, et qui analysent ça avec des méthodes européennes, toujours accompagnées d'un fonctionnaire européen. Donc, l'Allemagne a voulu que la Grèce fasse quelque chose, parce que le problème n'était pas le problème du riche et du pauvre, mais le problème de celui qui avait travaillé et de celui qui n'avait peut-être pas travaillé, mais qui avait fait des statistiques. Je vous donnerai une comparaison. Il y avait un deuxième pays. L'Allemagne avait peur de la contagion à l'époque. Il y avait deux pays qui étaient candidats pour la première phase de contagion. C'était Chypre et le Portugal. Chypre n'avait pas Varoufakis. Chypre est venu voir Schäuble. Et Schäuble l'a aidé. En l'occurrence, par la boîte que je dirige actuellement, qui a conseillé le ministère des Finances. Ils n'avaient pas de technique d'information au ministère des Finances. Ils n'avaient pas de système de collecte d'impôts. Et Schäuble a payé 4-5 millions à ma boîte d'euros, hein, pas en or, de tonnes d'or, mais d'euros, pour aider Chypre à se remettre à niveau, ou se mettre à niveau sa fonction publique à un niveau européen. Et Chypre est passé en dessous de toutes les discussions, aidé par l'Allemagne, ensuite aidé par l'Union européenne, parce qu'ils n'ont pas choisi le discours violent, mais ils ont choisi la demande d'aide en disant on veut bien céder nous-mêmes, mais aidez-nous aussi. Donc ils ont mis une conditionnalité qui peut-être change un peu le dicton de ma grand-mère, parce que la subsidiarité et la solidarité sont allées ensemble. Et pour l'Italie, ça va être la même chose. Aujourd'hui, M. Salvini a reproché à M. Moscovici, qui, du point de vue des Allemands, est souvent un peu moins réactible qu'il devrait l'être, un terrorisme financier. Aujourd'hui, le vice-premier ministre italien reproche au commissaire Moscovici du terrorisme financier. Pourquoi ? Parce que le commissaire européen a dit qu'il faudrait quand même un peu analyser le budget italien et qu'il avait des doutes quant à la compatibilité de ce budget italien avec les règles européennes. Donc, je veux dire, il faut, dans la solidarité, toujours voir quelle est la part de travail propre demandé. La Grèce a beaucoup fait. Mais c'est les réformes structurelles. L'Allemagne a beaucoup fait de réformes structurelles dans les années 2004-2005. Elle en profite aujourd'hui encore. La France fait des réformes structurelles maintenant. Ça dure toujours quelques années avant que ça démarre. Qu'est-ce qui bloque ? En fin de compte, ce qui bloque, c'est dans l'aspect des solidarités, cette espèce d'échange. Je ne suis pas preneur ou donneur. Le preneur est donneur et le donneur est preneur. Et il faut que le preneur soit conscient qu'il est donneur et qu'il doit donner aussi en échange. Il faut que le donneur soit conscient qu'enfin il est preneur aussi. C'est ce que nous vivons actuellement, essentiellement des débats très très durs entre l'Allemagne et les pays de l'Est. Parce que la solidarité européenne, c'est les fonds structurels, ça marche. Plus personne n'y pense, mais ça marche très fort. Et la Pologne profite énormément des fonds structurels en ce qui concerne ces investissements. La Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, de même. Mais quand il s'agit d'être donneur, après avoir été preneur, ils ont d'autres valeurs. Donc quand on compare 20 milliards pour la Hongrie, c'est rien à l'égard de l'Allemagne. Mais 80 migrants pour la Hongrie qu'ils refusent, c'est un signal. Et l'explication est très bonne. On ne veut pas que notre société soit bousculée. Bon. Mais ce concept de solidarité doit être toujours un donnant-prenant, prenant-donnant. Et c'est ça qui bloque, c'est que c'est un peu un concept qu'avait eu un temps l'Union européenne, l'Europe à la carte, on appelait ça en Allemagne. Chacun choisit un peu et puis fait. Et pour le moment, on ne l'a pas. Donc c'est l'Europe tout entier ou pas l'Europe. Les discussions que nous avons sur le Brexit avec les Anglais, il y a un peu de à la carte.
Je veux le beurre, l'argent du beurre, mais je ne veux pas travailler pour. Donc, je pense que ce qu'il va falloir débloquer de nouveau, c'est ce concept de reconnaître que quand je suis preneur, je dois être donneur aussi, et d'un autre côté, que quand je suis donneur, je suis aussi preneur. Ça vaut pour l'Allemagne exactement de la même manière. Didier Simoneau l'a bien dit. J'ai vécu de très près la crise Fukushima, puisque j'étais à côté. J'ai vécu la crise financière, j'étais à côté aussi. Et la crise des migrants, j'étais un peu plus loin. Mais disons, c'est des décisions sur lesquelles, si Jean-Louis Bourlange était là, on aurait un fantastique écho sur le Kratos, qui a été vécu à ce moment-là, et le peu de Démos, parfois. Mais on oublie trop l'interaction, on oublie trop que nous sommes tous ensemble, que nous sommes tous ficelés les uns aux autres, et que c'est bien comme ça, et qu'on ne peut pas se créer une réalité virtuelle nationaliste sans l'Europe. Et ça, je crois que le reconnaître, il n'y a pas de Hongrie non européenne, il n'y a pas d'Allemagne non européenne hors l'Europe, et il n'y a pas de France hors Europe. Nous sommes partie intégrante de quelque chose qui nous propulse dans l'avenir et pas quelque chose qui nous dérange. Je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, la réponse est très bien. Denis, voulez-vous compléter le Juste très, très rapidement, je ne crois pas qu'on va réconcilier le point de vue franco-allemand sur la Grèce aujourd'hui. J'ai participé à plusieurs débats. Je comprends bien, il y a une perception allemande qui est très différente de la perception française. Et en l'occurrence, il ne s'agit pas de disculper les Grecs de la responsabilité, mais d'évoquer ce concept de solidarité qui, de mon point de vue, a vraiment manqué au tout début de la crise financière de la zone euro. Juste pour répondre aux quelques questions, mais très très rapidement, de mon point de vue, ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord un manque de vision et de leadership. Je pense qu'on a aujourd'hui effectivement peu de leaders européens. On a la chance d'avoir Emmanuel Macron qui a fait un discours très européen, qui porte beaucoup de sujets européens, mais il est un peu seul aujourd'hui dans l'Union européenne. Jean-Claude Juncker avait fait un très bon démarrage de sa présidence de la Commission, et puis on a l'impression qu'il a été un peu fatigué par la suite. Donc manque de vision, manque de leadership. Deuxièmement, je pense que, et ça a été très bien dit par Stéphane aujourd'hui, le dialogue européen est fondamental. Moi, je suis frappé de voir qu'on ne connaît pas ses voisins, finalement. On parle de l'Europe, mais qui a passé un peu de temps en Allemagne, en Espagne, enfin dans le même, ne serait-ce que les pays voisins. Heureusement, on a Erasmus, et il faut renforcer Erasmus, parce que ça a été un des objets de renforcement de cette connaissance de nos voisins. Et plus on en vient à une construction compliquée, parce que c'est asymptotique, notre construction. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé par l'agriculture, on a commencé par le charbon, l'acier, et puis on vient dans des domaines de souveraineté aujourd'hui. On parle de défense, on parle de justice, on parle de politique étrangère. C'est de la souveraineté nationale. Et donc là, on est confronté à des histoires longues de peuples européens, d'identité européenne. Et si on ne connaît pas un minimum ses voisins, ça sera très difficile de faire quelque chose ensemble sur ces sujets qui sont des sujets extrêmement sensibles. La dernière remarque que je voulais faire, elle va un peu dans le même sens, mais c'est que, et pour répondre, je suis très intéressé par ce que vous avez dit, j'attends la version française, je peux lire la version anglaise, mais je préfère la version française, avec impatience. Très intéressé parce que, moi-même, j'ai vécu effectivement la construction européenne, soit à Bruxelles, soit à Paris. Je me souviens de très grandes figures d'eurocrates, de grands fonctionnaires européens. J'ai un peu de mal à en identifier quelques-uns aujourd'hui, même si je pense qu'il y en a toujours. Ce qui me frappe plus, moi, c'est le côté national de la Commission européenne, des commissaires européens. C'est-à-dire qu'on a proposé à plusieurs reprises, et notamment lors du traité de Nice, d'avoir moins de commissaires que d'États membres pour restaurer cet intérêt général européen des commissaires. Et on s'est heurté systématiquement à un refus d'une grande majorité d'États membres en disant non, moi je veux garder mon commissaire parce que c'est mon représentant. Ben non, désolé, le représentant c'est le Conseil. Vous avez un chef d'État et de gouvernement au Conseil européen et vous avez des fonctionnaires nationaux dans les conseils et jusqu'au niveau des ministres. Donc la Commission, c'est l'intérêt général européen et donc je pense qu'il faudrait qu'on insiste de nouveau sur cette diminution du nombre de commissaires. D'abord 28 et demain 27, c'est beaucoup trop et donc d'en avoir 12 ou 15, mais qui seraient représentatifs de l'intérêt général européen et pas de l'intérêt national qui est déjà très bien représenté dans d'autres instances.
Oui, je pense en effet que la notion même d'intérêt général européen, qui était effectivement centrale au départ, aujourd'hui est assez marginalisée, parce qu'on considère qu'au fond, il n'y a pas d'accord sur le projet, donc tout est relatif. Ce qui est un vrai problème, pas seulement philosophique, c'est un problème très pratique. Mais je voudrais juste rebondir sur l'affaire Varoufakis. Mais il se trouve que cette semaine, je viens de publier un article dans Historical and Social Research qui a pour titre Varoufakis, enfin je vais le dire en français, Varoufakis, le Minotaure et le champ de l'eurocratie. Et donc avec un collègue qui est spécialiste de sociologie de l'économie, on fait un travail où on montre en réalité que Varoufakis, d'une certaine façon, a confondu Ariane et sa grand-mère Europe. C'est-à-dire qu'il a cru que, d'une certaine façon, il allait pouvoir utiliser les institutions européennes pour remédier aussi de façon plus globale à ce qu'il appelle le Minotaure global, dans un livre, qui est la question de l'économie mondiale. Et en réalité, il s'est perdu dans un labyrinthe qu'il n'avait pas soupçonné, ou en tout cas pas perçu, parce qu'il a investi sa mission à la fois comme un homme politique, qu'il n'était pas, c'est toujours très problématique, et à la fois aussi comme un économiste américain, en réalité très proche précisément d'un ensemble d'économistes américains et très peu au fait de ce qu'est la mécanique interne précisément des institutions européennes qui méritent, qui demandent, alors parfois peut-être trop, etc., mais beaucoup de doigté, beaucoup d'alliances internes, etc. C'est comme ça qu'on fait, là encore, triompher les politiques et pas seulement par des grands mots en tribune. Bon, je voudrais comme avant qu'on boucle cette table ronde, revenir un instant sur une problématique qui est celle des peuples. Je disais dans mon petit propos d'introduction, reprenant le mot d'Hubert Védrine qu'ils avaient décroché. C'est un sentiment un peu général, mais c'est peut-être un sentiment qui n'est peut-être pas aussi avéré que cela. Je m'interroge. De votre point de vue, Stéphane, c'est toutes ces crises dont on a parlé. Qu'est-ce que les peuples en retirent, au-delà du fait qu'on a l'impression qu'ils risquent de voter de manière plutôt contestataire, peut-être de manière en tout cas plus importante en matière contestataire, ou de ne pas voter du tout. Mais est-ce que quand on parle de solidarité aujourd'hui, c'est quelque chose qui quand même trouve un écho, si on parle des Allemands, c'est un écho, en tout cas c'est un sujet qui fait débat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se reconstruire du point de vue voilà, finalement d'en bas, ce qui est quand même important. On ne fait pas de politique sans tenir compte de ce qui est en bas. Est-ce que cet écho de solidarité européenne peut avoir une chance à un moment donné, de trouver une façon d'avancer au niveau des hommes et des femmes qui constituent l'Europe? La réponse est très complexe, il faut que je vois si j'arrive à la dénouer. Alors d'abord, on a un problème dans nos peuples, je crois que ce n'est pas seulement un problème en Allemagne, qu'on a l'impression de ne pas être bien informés. Et pour pallier à ce problème, on se rabat sur des moyens d'information qui n'informent pas, mais qui désinforment. Alors, la solution de ne pas parler de quelque chose parce que ça risque d'être compliqué à expliquer fait en sorte que ceux qui pourraient l'expliquer ne l'expliquent pas et qu'elle est expliquée d'une manière simpliste par ceux qui ne l'expliquent pas et qui n'ont aucune volonté de l'expliquer. Je prends un exemple. Un ancien collègue m'a raconté que dans un supermarché, il parle toujours aux caissières. Bon, et elle a dit à la caissière, ça marche bien, vous devez être heureuse. C'était un jour où ce magasin offrait la TVA. Bon, la caissière a répondu, mais pourquoi est-ce que je devrais être heureuse? Et alors il a dit, mais écoutez, le magasin est plein, vous vendez plein. Il m'a dit, oui, mais ça c'est pas tout. Et alors il a demandé, c'est quoi, c'est pas tout? Il a dit, vous savez pas? Il a dit, non. Ben, Madame Merkel fait venir les migrants pour violer les femmes allemandes. Alors il a dit, comment ça? Mais vous n'êtes pas informé? Vous ne lisez pas les réseaux sociaux? Toute l'action, c'est 1,5 million d'hommes qui viennent violer les femmes allemandes. C'était la caissière dans un magasin de meubles. Alors l'explication du pourquoi, pour cette caissière, était très claire. Elle avait son moyen d'information. Trump dirait fake news, il pense à la New York Times, mais on pourrait penser aux autres moyens de communication et d'information qu'il y a aux États-Unis. Donc, si nous ne communiquons pas, nous n'expliquons pas, mais nous laissons la place aux autres de communiquer et d'expliquer.
Alors, il s'est passé en Allemagne quelque chose qui est dramatique, parce qu'on a des querelles internes au gouvernement, c'est vraiment aberrant. À un moment où la crise migratoire en Allemagne était gérée, ça a mis un temps, parce que la crise migratoire a fait imploser l'administration allemande, qui est très très bonne, mais 1,5 million en un an, c'était trop. Surtout si après on a un système juridique aussi perfectionné que le système allemand, où chacun a droit de recours et qu'il faut commettre d'office un avocat, etc., etc. Ça a été une machine infernale à broyer des dossiers, et ça a eu du mal. L'affaire était plus ou moins réglée. Et l'un des partis du gouvernement s'est dit, parce que en dessous, ça couvait qu'il y avait ce problème et qu'il fallait repolitiser la crise des migrants. Et en repolitisant la crise des migrants, on a découvert que les migrants avaient tous débarqué en Allemagne et qu'ils étaient nulle part autre. Entre-temps, ils débarquent de nouveau en Italie, il y a des problèmes en Italie et puis en Espagne. Mais tout d'un coup, le thème s'est repolitisé en Allemagne, et l'Allemagne a demandé « mais qu'est-ce qu'on fait les autres ?» Alors notre ministre de l'Intérieur a dit « oui, mais je vais parler aux autres », et les autres, ils ont dit « tu peux nous parler tant que tu veux, mais nous, on ne te parle pas ». Donc, ils ont fait le dialogue de sourds. Le ministre de l'Intérieur a dit c'est à la chancelière de le faire, le chancelier a dit c'est au ministre de le faire, ils se sont disputés. Et résultat, entre-temps, le peuple a compris que non seulement l'Allemagne règle le problème, ce qui est bon en tant que tel, mais qu'elle le règle tout seul. Et du coup, ça a été contre l'Europe. Parce que les autres ne jouent pas le jeu. Or, si je suis capable de régler un problème tout seul, en tant que tel, je peux être fier de moi. Et Didier Simoneau a trouvé des mots très, très sympathiques pour Angela Merkel. On peut dire, bon, on est fort, on est pas mal. Mais de ce on est pas mal, on est devenu des tanons de la farce. Et on est ceux qui, en Europe, sont au milieu. Tout le monde vient en Allemagne. C'est une crise de popularité allemande. L'Allemagne n'a jamais été aussi populaire que les 5 dernières années. Autant du point de vue du tourisme, les gens veulent venir en Allemagne, etc., etc. C'est surprenant. Mais on a découvert que le reste de l'Europe trouvait ça une très bonne solution et disait l'Allemagne règle le problème. Et de fierté est devenu un problème d'anti-européisme en Allemagne, parce qu'on s'est dit non, ça c'est pas le jeu. Donc je crois que les peuples, et le pire c'est que les autres peuples qui ne font rien cultivent l'anti-européisme par la peur de si jamais l'Europe m'oblige à faire quelque chose. Orban, il travaille très très fort là-dessus, que l'Europe veut placer des migrants, c'est presque comme la caissière de mon collègue, l'Europe veut placer des migrants en Hongrie pour saboter la société hongroise. Et la Pologne, c'est la même chose. Donc, eux se protègent à l'aide d'une peur qui n'est pas réelle parce qu'ils ne prennent personne, et l'Allemagne a un problème dans sa population, pas parce que le problème est insoluble, mais parce qu'on doit le résoudre tout seul. Ou que la sensation est de là de le résoudre tout seul. Ce qui n'est pas un problème, mais qu'il est dès lors que les autres disent « ton problème, moi je suis heureux ». Comme ça. Bon, donc, et là je dis tout franchement, c'est le retour de Van Imvel d'il y a 8 ans, quand on disait « nous prenons tous les migrants qui viennent à Francfort et à Munich, et puis à Hambourg », parce que ça c'est les frontières allemandes, puisque Schengen disait que le migrant doit être pris en compte dans le premier pays de l'Union européenne qu'il côtoie, et le seul pays qui ne soit pas Union européenne limitrophe de l'Allemagne, c'est la Suisse. Donc, pour Schengen, nous, on était fin clair. Ça marchait très bien. Donc, je dis, le peuple a un problème là-dessus, elle a un problème quand on escamote le débat, parce que le débat n'est pas escamoté, puisque la caissière a des sources d'informations qui sont différentes, que toutes les extrêmes droites jouent à fond, qu'ils propulsent. On n'a plus besoin de dire la vérité, il suffit de dire ce qu'on veut qu'il soit conçu comme vérité, et on brasse 10%, 15%, 20%. Et c'est là que je vois un très grand problème, c'est ce que j'avais dit au début, c'est le souci de pédagogie. Il faut dire le pourquoi de cette Europe, il faut le dire pourquoi on en profite tous les jours, il faut dire pourquoi on y perd tous les jours. Quand les Autrichiens ferment leurs frontières, parce que les Italiens ferment leurs frontières, les Allemands passent 4 heures dans un bouchon pour traverser la frontière germano-autrichienne, où en général il faut une demi-heure. Et quand ils vont en Italie, les Allemands vont volontiers en Italie et en Autriche, ils rouspètent.
Et quand on leur dit, ben oui, c'est parce que les Autrichiens ferment leurs frontières, et ils disent, et c'est pas permis, il ne faut pas fermer les frontières. Alors il faut leur dire, mais ils ferment les frontières parce que. Et ça, personne ne le dit. Voilà. Donc il y a beaucoup de travail d'explication, beaucoup de travail de communication à faire. Professeur, sur cette question des peuples. Oui, moi en 2 minutes. En 2 minutes. 30, merci. Comme nous partageons entre Paris 1 et Paris 4 ces magnifiques locaux, j'aimerais citer Bachelard, donc est un amphithéâtre juste à côté, qui disait il faut parfois penser contre son cerveau. Voilà, c'est un peu compliqué, mais juste vous alerter sur un point. Je partage en effet une partie de ce que vous avez dit, mais nous avons tous en tête une vision très formelle de la démocratie. Or, les historiens ou les socio-historiens montrent qu'en réalité, l'invention de la démocratie au XIXe siècle, ici, en France, c'est-à-dire le fait que les citoyens sont devenus des citoyens, qu'ils ont accepté de voter, ce qui n'a absolument rien de naturel, c'est le fait que le système politique produisait des biens politiques. Et des biens politiques en particulier matériels, c'est-à-dire pas simplement des biens indivisibles et symboliques, la paix, la prospérité à long terme, etc., qui est l'essentiel tout de même du discours sur lequel repose l'Europe, mais des biens matériels, divisibles, précisément sur lesquels, l'appropriation desquels pose des problèmes sur lesquels on peut s'affronter, et comme disait monsieur tout à l'heure, qu'on peut voir extrêmement concrètement. Et là, je crois que ce ne sont pas les citoyens qui ont nécessairement un problème avec l'Europe, c'est plutôt l'Europe qui a, d'une certaine manière, un problème avec eux, parce que le système est fondé, parce qu'il fallait bien commencer par quelque part, sur une politique des normes, partagées, c'est même le propre de la gouvernance, et sur un budget qui, lorsque on envisage qu'il soit à 1,113 comme aujourd'hui, déjà on trouve que c'est formidable, etc. Il est très clair que, d'une certaine manière, renforcer l'Europe, c'est aussi une question de budget, une question de production de biens politiques. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la question de l'assurance chômage me semble, en tout cas personnellement, être une vraie piste à suivre. Denis, un dernier mot ? Très rapidement, moi j'irai dans le même sens. D'abord, sur le décrochage des peuples, ça c'est clair, Jean-Luc Bourlange en a très bien parlé tout à l'heure, ce mouvement de ressentiment, je crois qu'on a trop souvent promis des choses qu'on ne pouvait pas faire au niveau de l'Union européenne, et du coup beaucoup de gens ont décroché. Mais en revanche, moi je mets en garde contre cette idée qui germe aujourd'hui d'un affrontement entre, on va dire, les populistes et les progressistes. Pour faire l'Europe, on a besoin des peuples. On ne fera pas l'Europe contre les peuples. Et donc cette opposition me paraît un peu dangereuse, si vous voyez ce que je veux dire. 2 autres remarques sur les critères de Copenhague. Je pense que, enfin, sur les éléments politiques tangibles, moi je suis complètement d'accord là-dessus. Je pense que effectivement, il y a pour que les peuples se réapproprient l'Europe, il faut leur proposer des choses concrètes. Et j'en donnerai quelques-unes. D'abord, il y a les valeurs. On ne parle pas assez de nos valeurs. C'est-à-dire que c'est le seul ensemble du monde où vous avez liberté de la presse, liberté d'expression, pas de peine de mort, respect des minorités. Enfin, tout ça, c'est dans les critères de Copenhague, les critères d'adhésion à l'Union européenne. On nous parle toujours des critères de Maastricht. On oublie les critères de Copenhague. Ils sont pour moi plus importants que les critères de Maastricht parce que ce sont les conditions de notre union et de notre travail ensemble. Deuxièmement, la solidarité, j'y reviens, parce que moi je suis frappé de voir que les jeunes générations, notamment les jeunes professionnels, les étudiants, demandent de plus en plus d'avoir du sens dans leur vie active, dans leur vie professionnelle. Et je crois que si on remettait justement la solidarité devant l'austérité, on aurait certainement beaucoup plus de jeunes qui adhéreraient aujourd'hui à l'Union européenne que dans les dernières années. Et enfin, effectivement, des propositions concrètes, donc des objets politiques, des biens politiques tangibles, Erasmus, la recherche et le développement, on ne fait pas assez au niveau européen, l'assurance chômage, les questions de défense aussi, qui me paraissent être quelque chose de très tangible et qui correspondent en plus à des attentes aujourd'hui de la population face à un monde très incertain avec un certain nombre de partenaires peu fiables de l'autre côté de l'Atlantique notamment. Merci Denis. Vous pouvez l'applaudir.
Bon, je suis navré pour le temps des questions, mais ça va être difficile. Je voudrais juste dire 2-3 éléments pour retenir en tout cas que si les crises ne nous font pas de bien, voire même si elles menacent très clairement au travers de tout ce qu'on a pu entendre, à la fois l'Union européenne et l'esprit même de solidarité qui aurait pu l'accompagner ou accompagner sa construction, la bonne nouvelle c'est qu'on peut en tirer quelques conclusions utiles. Sans doute pour réfléchir au comment avancer. J'ai bien aimé votre approche de preneur et donneur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir et qui est un vrai concept, je crois, passionnant en matière d'approche européenne et très de nature à peut-être inspirer l'action de prochains dirigeants. J'aime bien aussi votre formule de dire on oublie trop que nous sommes tous ensemble. Et que finalement, si on se projette un peu dans le 21e siècle et même le 22e, si on regarde un peu au-delà des échéances temporelles court terme, sans Europe, il y aura sans doute plus véritablement de pays européens et qu'on a besoin de cette ossature forte. Voilà. On joue aussi un jeu dangereux avec les peuples. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut tous entendre. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peine de le dire, mais l'opposition telle que Denis l'a décrite et qui est celle qui est malheureusement utilisée en ce moment dans le débat pour opposer les uns contre les autres, ça contribue à jouer avec ou contre les peuples et ça peut se payer cher. Il est vrai aussi qu'on ne se connaît pas. Ça, c'est un véritable déficit incroyable. C'est pour ça qu'Erasmus est un outil extraordinaire, sans doute à explorer de multiples façons, mais on ne se connaît pas. Je pense que dans cette salle, je serais très surpris que quelqu'un soit capable de citer 10 villes d'Allemagne, sans doute moi le premier. 3, ça devrait aller, mais même 5, c'est pas gagné. Je pense que si on interrogeait nos parlementaires, on aurait le même niveau de surprise ou de déconvenue, et réciproquement, j'imagine, pour les Allemands. Voilà. Sur cet enjeu des élites, je crois qu'il y a quelque chose de très important aussi à avoir en tête. C'est un sujet compliqué parce que fabriquer des élites, ça prend du temps, mais on ne peut pas laisser la question en suspens de la même façon qu'on ne peut pas la laisser en suspens en France. Et enfin, évidemment, cette question de vision. Alors, le problème de la vision, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit éthérée, évaporée, ancrée sur rien et que ce soit uniquement des mots pour des mots et des discours qui servent une fois de plus à rien, si ce n'est qu'à provoquer des espoirs qui seront déçus ou des promesses qui seront trahies. Mais cette nécessité de vision est essentielle et c'est vrai que quand même terminer par ces valeurs. On a la chance d'avoir cet espace dans lequel on peut encore espérer faire prospérer des valeurs qui sont à peu près les seules dans le monde qui prospèrent de cette façon. Et si on ne le fait pas, on risque un jour de vraiment regretter d'avoir été aussi peu engagé dans une véritable construction européenne. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants, au temps qu'ils ont consacré. Pardon pour ce petit temps de questions qui a été éludé, mais on se rattrapera cet après-midi en essayant de garder un temps pour les questions et les réponses. J'en profite pour dire aux intervenants et